Amis passionnés par l'histoire et surtout par les romans historiques, bonjour. Donc aujourd'hui je vais faire un petit peu de réclame, comme on disait dans le temps pour la publicité. Donc vous savez que j'ai donc écrit ces livres, là, Le Sabre de Damas, qui est une saga en 8 tomes. Là c'est les deux premiers tomes. Le premier paru, enfin il y avait déjà eu une parution, mais c'est Dieu et le Roi, hein, c'est le tome 1. Le tome 2 qui vient de paraître, là par contre c'est une primeur, c'est Hussard, hein, dans la série Le Sabre de Damas, hein, donc ça se passe bien sûr en Italie, Égypte et à Damas d'ailleurs, hein, voilà. Donc il faut les commander partout, hein, sur Amazon, sur la Fnac, chez Leclerc, etc. À ce propos, samedi prochain, donc demain en quelque sorte, donc on sera le 28 ou 29, hein, je fais des signatures et des dédicaces à Quimperlé, à l'espace culturel Leclerc à Quimperlé. Voilà, si quelquefois vous voulez me rencontrer, c'est l'occasion, hein. Donc Jules Perras, à l'espace culturel de Quimperlé, samedi prochain, demain. Voilà. Donc on va reprendre le fil de nos explications sur là, le Moyen-Âge, hein, sur la bataille de Bouvines. Donc je vous rappelle, hein, donc on avait évoqué donc, la bataille de Bouvines de Dominique Barthélemy, hein, de l'Institut. Un ouvrage très très intéressant, hein. Donc on avait lu des passages, hein. Donc ça c'est chez Tom Pouce, donc c'est Perrin, hein, c'est les éditions Perrin, voilà. Ensuite j'avais lu un passage de Georges Duby parce que j'ai cédé à la tentation, c'est une trop belle écriture, hein. Donc c'est un historien plus ancien, hein, mais c'est un immense historien, hein, qui a une œuvre considérable. Donc Georges Duby de l'Académie française, qui est décédé, hein, maintenant. Mais regardez sur internet, apostrophe consacré à l'époque médiévale, où il y a Georges Duby. Vous serez subjugué par la qualité du verbe, de l'explicatif et de la pédagogie, hein. Voilà, Georges Duby, ça c'est surtout aux 15 éditions, c'est une somme, hein, de son œuvre, et c'est un très bel ouvrage, très intéressant. C'est du Georges Duby, quoi, c'est chez Gallimard, hein. Voilà. Donc c'est Féodalité, Georges Duby, donc c'est presque l'ensemble de son œuvre. Voilà. Donc maintenant on va s'attacher donc aux écrits de Jean Daillon, là, le roman, quoi, hein, voilà. Donc je vais vous lire le quatrième de couverture. Alors, mort mystérieuse, petit secret et grand complot. Le trône de France est menacé. Juin 1211, après avoir garrouillé en Espagne, Guilhem d'Ussel fait voile vers la France. À ses côtés, Angelina de Canville, jadis meurtrière au service du prince Jean sous le surnom de la Licorne. Il est enfin temps pour le couple de goûter au bonheur, mais à Paris, l'un des proches d'Ussel est retrouvé mort dans un cimetière comme terrassé par la peur. Quand Guilhem apprend que d'autres décès semblables ont eu lieu, il décide de mener l'enquête. Bientôt, les circonstances se le conduisent auprès d'Ingeburg, l'épouse de Philippe Auguste, enfermée depuis 17 ans, et de son entourage. Jean d'Angleterre, Renaud de Damartin, comte de Boulogne, et Othon IV, l'empereur du Saint-Empire germanique, qui tous ensemble semblent comploter contre le roi de France. C'est sur le champ de bataille à Bouvines, un dimanche de l'an 1214, que la vérité éclatera. Voilà, donc c'est à la fois un roman historique et aussi pas mal de l'enquête policière. Parce qu'il fait beaucoup d'enquêtes policières aussi en roman historique. Et la série Guilhem d'Ussel, là, semble virer un peu à l'enquête policière. Bon, c'est une faute pour tous les goûts, vous me direz. Et puis Jean Daillon aime bien ce thème de l'enquête policière. Donc, page 15, je vous ai sélectionné les deux clercs. Donc, c'est dans l'ambiance médiévale, les deux clercs. Les clercs sont très importants au Moyen-Âge. Alors, page 15. Page 15, page 15. Page 15. Qu'est-ce que la page
D'accord, d'accord. Alors, le 12 mai 1211, ville d'Étampes. Sous une chaleur écrasante, les deux clercs marchaient en silence sur le large chemin bordé de champs de blé en herbe et de prairies, où quelques pâtres en saillon, coiffés de chapeaux de paille, surveillaient benoîtement de petits troupeaux de moutons. Parfois, entre haies et buissons, ils entendaient les voix des haleurs et apercevaient la forme d'une barque pleine de marchandises, des draps que l'on transportait à Étampes, ou des ballots de laine et des barriques de vin pour les gribanes en direction de Paris. Le plus grand des deux marcheurs, large d'épaules et au cou massif, mesurait largement 6 pieds. Sa tête, sans chapeau ni bonnet, révélait un crâne tonsuré rougi par le soleil, avec un cercle de cheveux blonds presque blancs. Il avait un visage énergique, un grand front, des yeux gris-bleu, une mâchoire carrée pleine de dents proéminentes, certainement capable de broyer des coquilles de noix. Il tenait vigoureusement un bâton de marche et portait de simples sandales qui protégeaient à peine ses grands pieds. Sur sa robe d'écolier, froissée et encore parsemée de brins de paille du champ, dans lequel son compagnon et lui avaient passé la nuit, une double cordelette faisait balloter une gourde de cuir plate et vide. À son épaule pendait une besace de toile, tout aussi légère. Le second clerc, même robe et cheveux plus jaunes, affichait une figure tout en longueur, avec de lourdes paupières qui paraissaient à demi fermées, peut-être à cause du soleil dont les rayons l'éblouissaient. Lui avait gardé un bonnet d'écolier, et la sueur qui coulait de son front laissait des marques de rigole noirâtre à ses tempes et ses joues. Tous deux découvraient à présent le but de leur voyage, le donjon d'Étampes, qui se dressait au sommet d'une immense boisée. Massif sans guère d'ouverture, il dépassait d'une enceinte qui semblait double. Pénétrer dans cette forteresse paraissait une gageure, et pourtant Knut l'avait promis à sa mère, et il avait toujours tenu ses promesses. Je me jetterai la tête dans le premier abreuvoir que je rencontrerai, annonça soudain lourde paupière. Moi, je me baignerai à l'intérieur. Lars, clama l'autre dans un soupir. Je suis sec comme du lichen. Pourtant, il s'était déjà trempé plusieurs fois dans la Juine, lorsque la rivière longeait le grand chemin comme nombre de ceux qui y suivaient la route conduisant à Orléans, très fréquentée. Eux, toutefois, s'étaient juste rafraîchis pieds et jambes, jusqu'aux cuisses, en soulevant leurs robes. Ils ne pouvaient se permettre de perdre trop de temps devant arriver à Étampes avant la fermeture des portes de la ville. Si parfois ils apercevaient des cavaliers, le plus souvent ils croisaient des piétons, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, des maraîchers qui rentraient chez eux avec leur âne ou portant leur hotte après avoir vendu leurs légumes. Les deux clercs évitaient de bavarder avec eux et encore plus de faire connaissance. Les risques étaient trop grands que leurs interlocuteurs suspectent leur dessein. Voilà, donc ça donne l'ambiance du Moyen-Âge. Ensuite, page 118, mariage de Guilhem, donc le héros, Guilhem d'Ussel. Page 118, parce que c'est dans une saga de, je crois, une dizaine de livres déjà autour du destin de Guilhem d'Ussel, qui commence donc au XIIe siècle, et là on est déjà au XIIIe. Page 118. 118. Il se leva d'un bond et s'avança vers Ussel pour l'accoler. Quand j'ai appris que vous partiez pour la Castille, messire, je n'ai eu de cesse de prier le Seigneur afin qu'il vous protège. Alors c'est le précédent ouvrage. C'est Al-Andalus, je crois que ça s'appelle. Et vous avez été exaucé, mon ami. Il vous a aussi protégé, d'ailleurs, puisque je vous vois gaillard. Gaillard, de moins en moins, hélas. L'âge est un bourreau sans pitié. Allons, je n'en crois rien. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter madame Angelina de Canville et la dame de mon fidèle chevalier, la gentille Flore. Robert Hamelin,
s'inclina légèrement dans une attitude respectueuse, toutefois un brin méfiante. L'Église désapprouvait les maîtresses et tout indiquait que cette Angelina en était une. La dame de Canville est une ancienne campagne retrouvée à l'occasion de l'expédition qui nous a conduits en Castille. Nous voulons nous marier, expliqua Guilhem. Je vous en félicite, affirma le prévôt de Saint-Éloi d'une voix rassurée. Désirez-vous que je m'occupe des formalités? Je suppose que vous souhaitez que la cérémonie ait lieu dans la cathédrale ou sur son parvis. Point à la cathédrale, intervint Angelina, à Saint-Éloi. Et ce serait vous qui officieriez. Un prévôt peut-il bénir un mariage? Ajouta Guilhem. Hamelin avait imperceptiblement haussé le sourcil. Messire Dussel avait grande réputation dans l'île. Bien sûr parce qu'il avait été prévôt de l'hôtel du roi, mais surtout à cause du duel judiciaire qui, 12 ans auparavant, dans la cour de justice de l'évêché, l'avait opposé au templier Albert de Malvoisin, dont le frère Philippe, ami du prince Jean, avait été exécuté pour trahison sur ordre du roi Richard Cœur de Lion. Albert de Malvoisin, commandeur du Temple de Paris, était accusé d'avoir tenté d'assassiner le monarque. Alors ça, voir Paris 1199, et Ivanhoe de Sir Walter Scott, parce qu'il utilise un personnage quelques personnages de Walter Scott, quelquefois. Messire Dussel avait remporté l'ordalie. Aussi nul doute que le chapitre cathédral aurait été honoré que ces noces aient eu lieu à Notre-Dame. Cette dame avait-elle de franches raisons de s'y opposer, s'interrogeait Robert Hamelin. Je veux bien sûr célébrer votre mariage, dit-il. Je peux, bien sûr, célébrer votre mariage, dit-il, avec un sourire en coin. D'ailleurs, je ne suis plus prévôt de l'abbaye, puisque j'en suis devenu le prieur. Félicitations, c'est ce que vous souhaitiez, n'est-ce pas? Je l'avoue, et depuis longtemps, mais des difficultés dans mes activités prévôtales m'avaient fermé la charge ces dernières années. Dieu merci, les obstacles ont été levés. Je vous bénirai donc avec joie. Quand désirez-vous vous marier? Au plus vite. Je ne peux rien vous cacher, mon père. Angelina est grosse de mes œuvres. Le mariage est fait pour procréer, et si vous avez déjà réglé cette dette conjugale, l'acte charnel, le Seigneur ne peut qu'être satisfait, approuva le prieur avec un hochement du chef. Quant à la date, vous savez que l'on doit annoncer 3 fois votre mariage à l'église lors des messes publiques. J'ai donc besoin de 3 jours. Mercredi serait-il possible? Oui. Pouvez-vous prévenir vos témoins à temps? Voilà, bon. C'est les mœurs du mariage de l'époque. Ensuite, naissance de Morgane, fille de Guilhem et d'Angelina, page 257. 257. Angelina accoucha le matin du jour des rois, la veille, ayant ressenti les premières douleurs. Flore avait envoyé son mari chercher la ventrière qui était venue aussitôt. Les 2 femmes étaient restées toute la nuit avec la future mère. Guilhem, Raoul et Grégorio attendaient dans la chambre à côté. Maître Raillard, lui était reparti à Rouen depuis déjà quelques jours. L'aube naissait, il neigeait quand Guilhem, qui n'avait pas dormi, ouvrit la fenêtre pour regarder la rue Immaculée. L'attente était longue. Pourquoi si longue? Une obsession lui occupait entièrement l'esprit. Ce qui s'était passé le jour des rois, 5 ans auparavant. Sanceline, son épouse bien-aimée, qui hurlait pendant la délivrance, puis le silence et les trépas de la mère et de l'enfant. Comme pour Marion, bien plus tôt dans sa vie, puisque alors il n'avait que 16 ans, Marion, la jongleuse qui lui avait tant appris, et qui était morte dans une triste cabane de branches en mettant au monde son fils mort-né. Depuis combien de fois avait-il maudit le Seigneur? Allait-il encore le punir? Soudain retentit le cri d'un nourrisson. Il se précipita. Quand il entra dans la chambre, à la ventrière, nettoyait déjà le corps du nouveau-né rouge et vagissant. Mais Angelina paraissait contrariée. « Je suis désolée, dit-elle à son mari, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un garçon. »« Une fille ?» s'exclama Guilhem, tout joyeux. « Alors elle s'appellera Morgane. »
Ne voulais-tu pas un garçon? Peu m'importe, Angelina. Et cette fille, ta fille, sera aussi forte que toi. Avais-tu déjà prévu de l'appeler Morgane? Sourit-elle. Oui, pendant 20 ans, j'ai compté ses exploits, tels que les rapportait le grand Chrétien. Alors, Chrétien de Troyes. Hein. Alors, chez Chrétien de Troyes, Morgane est la sœur d'Arthur. C'est une magicienne, élève de Merlin, c'est les contes bretons, hein, qui a appris à guérir. Alors, tels que les rapportait le grand Chrétien de Troyes, ce seront maintenant ceux de ma fille que je chanterai. Les jours suivants ne furent que bonheur et réjouissance. Morgane était une solide enfantelette au regard déjà vif, et Guilhem ne se laissait pas de la prendre dans ses bras. Angelina avait aussi trouvé la sérénité satisfaite de son époux et de sa fille. Comme il était d'usage, elle demeura dans sa chambre particulièrement ornée pour l'occasion, étendue sur un lit, et reçut les visiteurs qui tenaient à la féliciter et lui apportaient des présents. Vinrent aussi les nouveaux serviteurs qui commençaient à aménager la maison récemment achetée pour recevoir leur instruction. Cette claustration ne dura que 2 semaines. Au bout de ce temps, elle refusa de rester alitée et demanda d'assister à la messe de purification, ce que les mères ne faisaient habituellement qu'au bout d'1 mois. Les frères d'Amelin furent les premiers à la complimenter. Lors de cette visite, Philippe évoqua un autre mariage récent. Jeanne, la jeune comtesse de Flandre, pupille du roi, avait épousé Ferdinand du Portugal, le mari que Philippe Auguste lui avait choisi. Comme comte, ce dernier avait pris pour nom Ferrand. Mais Guilhem ne s'intéressait plus aux affaires de Flandre. Angelina, encore moins. Comment aurait-il pu prévoir que ces noces auraient bientôt tant d'importance pour eux? Voilà, donc c'est l'intrigue du roman. Alors, page 477, départ pour Rouen. Donc on n'est toujours pas dans la bataille. Hein. Donc ce sont les intrigues, les enquêtes, etc. Page 477. Page 477. D'accord. Le roi de France avait toujours désapprouvé la complaisance d'Ussel envers les hérétiques des deux principes. Les cathares. Complaisance qu'il ne pouvait comprendre tant il craignait Dieu. Mais si Ussel avait gardé autour de lui une grande partie des tisserands sauvés à Paris, qui étaient catharisants, hein, c'était parce qu'ils appréciaient autant leur bonté que leur talent. Ne leur devait-il pas la prospérité de son fief de la Maguère? Quand il avait quitté son domaine après la mort de Sanceline, Philippe Auguste avait été persuadé qu'Ussel était revenu dans la religion de Dieu et il lui avait proposé la charge de prévôt de l'hôtel de la cour. Pourtant Guilhem y avait renoncé pour sauver ces gens de la Maguère, des hérétiques pour la plupart, ceux qui avaient contrarié le roi. Ussel avait compris cette déception. Et il s'était donc éloigné de Paris, d'abord pour se rendre en Thuringe, puis en Hispanie. Or, durant ses absences, les factions de la cour s'étaient modifiées. Lorsqu'il était prévôt, l'homme le plus puissant du palais était sage frère Guérin. Barthélemy de Roye, moins influent et songeant à son avenir, avait choisi de servir le prince Louis. Mais maintenant que Guérin allait quitter Paris pour l'évêché de Senlis, les prétentions du grand chambrier, soutenu par le fils du roi, n'avaient plus de limite. Ussel avait pris conscience que le roi craignait son influence sur le roi, ce qui expliquait sa façon d'agir des derniers mois. Pourtant, le chambrier se trompait. Ce n'était pas il n'avait pas pour ambition de l'écarter et de prendre sa place. Son départ de Paris mettrait donc fin à ce qui pouvait devenir une querelle sans raison. Et si Barthélemy de Roye n'avait pas entendu les avertissements de Fritz Walter, tant pis pour lui. Quant à Philippe Auguste,
Il devinait qu'il serait contrarié, mais comme le roi était en dette envers lui, il ne chercherait pas à le retenir. Ce prochain départ pour Rouen suscita encore de nombreuses questions avant que la chambre ne se vide. Guilhem y demeura alors seul à songer à ceux qu'il avait aimés, trop tôt disparus. Les Rouennais restèrent quelques jours et repartirent comme le temps changeait. Durant les 2 semaines qui suivirent, la neige tomba drue, puis cessa juste avant les fêtes de la Nativité. Tout le monde préparait ses festivités dans la maison de l'image de Saint-Jean quand se présenta une nouvelle visite. C'était un chariot couvert d'un dais fleur-de-lys, escorté par une 50aine d'hommes d'armes. A priori, ce ne pouvait être une nouvelle méchante tentative du roi Jean, mais Mario, chargé du guet dans la tourelle, avait des ordres. Il dévala les marches 4 à 4 et alla avertir son maître. Guilhem arriva d'emblée, laissant la maison en alerte. Gilbert ouvrit le portail et un chevalier annonça à Ussel que 2 reines se trouvaient dans le véhicule. On fit aussitôt entrer escorte et chariot dans la cour. En descendirent la princesse Blanche de Castille et la reine Ingeburg, avec des dames de compagnie. Angelina, prévenue, les reçut et les conduisit dans sa chambre, où se trouvait Morgane. Ingeburg, en ample bliot bleu clair, glissait son regard autour d'elle, en s'efforçant de ne pas se montrer indiscrète. Lorsque la princesse et elle avaient traversé la salle, la dizaine de personnages présentes s'étaient agenouillés et elle avait reconnu Knut de Lutzelburg, à qui elle avait adressé un sourire amical. L'une des dames de compagnie avait aussi reconnu Knut. C'était Dagmar, sa mère, qu'Ingeborg avait prise à son service. Voilà. Donc ça, c'était le départ pour Rouen. Ensuite, page 572, Angelina sauve le roi. Carrément. 572. 572. D'accord. Guillaume des Bar venait de massacrer les 2 Saxons qui protégeaient encore l'empereur et de saisir l'aume d'Othon, sur lequel il assénait de terribles coups avec sa masse quand il entendit « Au bar, sauvez le roi, le seigneur roi ». C'est la bataille de Bouvines. C'étaient les appels de Tristan et de la truie. Il tourna la tête, découvrit Philippe Auguste au sol et sur le point d'être enfourché. Il lâcha sa proie et éperonna son estrier. Dans une incroyable et sanguinaire chevauchée, il ouvrit une trouée jusqu'au roi. Il arriva à l'instant où le chambellan se jetait sur ce dernier pour faire un rempart de son corps et recevoir les coups à sa place. L'alerte lancée avait provoqué une rouée des Français. En un instant, ces hommes enragés qu'on avait osé toucher à leur souverain dispersèrent ou oxyrent avec sauvagerie les fantassins flamands et les chevaliers saxons. Angelina éprouva un immense soulagement et abaissa la seconde arbalète qu'elle avait saisie. Maintenant inutile, d'autant plus que l'infanterie des communes d'Île-de-France et de Normandie arrivait en brandissant l'oriflamme. Enfin, elle devina qu'il s'agissait de l'oriflamme, tant ses porteurs semblaient la vénérer. Mais en vérité, ce n'était qu'une simple tissu de soie d'un rouge éclatant, semblable à tout point aux bannières dont on a coutume de se servir pour les processions. La draperie voltigeait légèrement dans les airs, et on ne voyait qu'elle, bien qu'elle soit au milieu d'une centaine d'étendards semés de fleurs de lys. Entourée maintenant d'innombrables fantassins et d'un quadruple cercle de fidèles, parmi lesquels se trouvaient des barres et la truie, Tristan aida le roi à se mettre debout. Protégé par sa solide cotte de maille, Philippe Auguste n'avait aucune blessure. Il détacha de son aubert le crochet qu'il avait fait tomber, en déclarant avec émotion « Dieu m'a sauvé, j'ai vu la mort dans les yeux de ce Brabançon ».
c'est un homme du Brabant, hein, mercenaire. Il désigna le corps de ses pieds et remarqua alors le carreau de fer dans la gorge. Dieu a été aidé. Qui a tiré le vireton? Il regarda autour de lui et ne nota point d'arbalétrier. Un ange divin, sire, répondit Tristan en se signant. Ayant aussi vu le carreau, des barres, la truie, roi et Nemours firent également un signe de croix, persuadés que le Créateur leur avait envoyé la preuve qu'il protégeait le royaume de France. Philippe remonta alors en scène et cria « Maintenant, sus à Othon !» Mais ressentant cette furieuse impression que l'on a parfois lorsque l'on est observé, il tourna la tête vers le village et aperçut, à 200 ou 300 pieds, une femme, cheveux au vent, sur un mur en ruine. Le soleil faisait briller son aubert, et elle lui sembla comme une apparition divine. Il reconnut pourtant Angelina de Canville, et comprit qu'une fois de plus, elle l'avait sauvé. Alors, sans crainte, il chargea en direction d'Othon, qui avait regroupé ses forces. Voilà, donc ça nous donne un goût de ce roman qui est fort sympathique, hein, qui a un peu du mal à choisir entre l'enquête policière et le roman historique. Bon, ce qui n'était pas dans le thème des aventures de Guillaume Dussel avant. Bon, c'est une affaire de goût, quoi. Hein, voilà. Donc, je vous rappelle qui est Jean Daillon. Jean Daillon est né en 1948 et vit à Aix-en-Provence, docteur d'État en sciences économiques. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire ou les romans historiques. Il a fait une grande partie de sa carrière à l'université en tant qu'enseignant en histoire économique. Enfin, c'est l'histoire économique, hein, c'est très particulier. Et en macroéconomie. Puis dans l'administration des finances. Ça n'a rien à voir non plus. Avant de démissionner en 2007 pour se consacrer à l'écriture. Il a reçu en 2011 le Grand Prix littéraire de Provence pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, donc c'est sympathique, la bataille de Bouvines, Jean Daillon, en 10-18. Alors avant, ça a été chez Robert Laffont, hein, en gros format, je pense. Hein, voilà. Moi, je l'ai lu en 10-18, en petit format. Voilà, donc je vous rappelle que, en fait, c'est le 30, hein, le 30 de ce mois, demain, quoi. Je fais des signatures, des dédicaces à Quimperlé, à l'espace culturel Leclerc, si quelquefois vous voulez me rencontrer. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. Je serai, ah oui, aussi le 6. Le 6, je serai à Gouenou, hein, près de Brest, à côté de Brest, à Gouenou, à l'espace culturel. De la même manière, je ferai des signatures et donc des dédicaces. À très bientôt.